Alexandra, Saïda, aujourd'hui on va parler mieux se connaître pour mieux s'aimer. d'accord. Alors, à quel moment as-tu commencé à réellement te connaître? Ça s'est fait de manière, on va dire, naturelle. Déjà, mon attention a été attirée lorsque j'avais des retours de l'entourage, de personnes qui en soi me connaissent et qui soulignaient des changements dans ma manière de réagir ou de réfléchir en me disant tiens, c'est fou parce que habituellement, tu n'aurais pas réagi, tu n'aurais pas dit ça. Ça m'interpellait et du coup, j'allais creuser. Et je réalisais, c'est vrai que de base, j'aurais peut-être dit ou fait telle ou telle autre chose, parce que voilà, il y avait un peu cette dimension de couple, hein, quelque part, et que là, il y avait cette dimension plutôt solo. Donc déjà, il y avait moins le biais de la discussion ou de la collégialité. Donc ça, c'est une chose. Et ça m'interpellait également parce que je réalisais que finalement, ce que j'ai posé comme action, c'était vraiment à chaque fois le fruit de ce que j'estimais être mon intégrité personnelle. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui est réellement aligné avec moi-même. Donc, il y avait un peu cet effet miroir. Dire, OK, on trouve que j'ai changé, mais moi, je ne trouve pas que j'ai changé. Par contre, je sais que ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, je donne un avis ou je prends une décision, mais en me concertant avec moi-même uniquement. Donc finalement, c'est le fruit de ce que moi je veux. Et c'est là que j'ai commencé à voir déjà, OK, donc je suis plutôt quelqu'un qui est de ce type-là. Et puis, il y a eu également le coaching et la thérapie. Par des questionnements en séance, par des prises de conscience que j'avais, je réalisais finalement ce qui était essentiel pour moi, ce qui était, on va dire, superflu, les attentes que je pouvais avoir de la vie des gens, mais également les limites que je pouvais rencontrer au travers de certaines relations, ce que j'étais encore prête à accepter et ce que je recherchais. Au fait, je veux dire, ça a vraiment été par la suite un cheminement. Donc vraiment l'expérience au quotidien avec les retours des proches, des personnes en tout cas qui me connaissent, et alors le coaching, la thérapie avec des questionnements. Je ne me suis pas dit un jour connais-toi toi-même. Non, vraiment ça s'est fait naturellement, mais ça a été de découverte en découverte. Et du coup, suite à ces changements, à cette évolution, comment est-ce que tu décrirais la personne que tu es aujourd'hui? C'est toujours difficile de parler de soi et surtout de se décrire, hein, comme tu le demandes. Mais je vais essayer. Je me décrirais comme une citoyenne déjà du monde, comme j'aime dire, parce que je réalise aujourd'hui, au travers des contacts que j'ai avec des femmes ou des hommes, pas simplement issus de mon pays d'origine ni de mon pays d'accueil, donc je parle de la République démocratique du Congo, mon pays d'origine, ni de la Belgique forcément mon pays d'accueil, mais finalement je réalise que citoyenne du monde parce que je m'identifie beaucoup à toute personne qui partage les mêmes valeurs que moi. Donc, je dirais, je me définis d'abord comme une personne qui est ancrée dans ses valeurs. Très ancrée dans ses valeurs. Ensuite, si je dois donner une autre définition, ce serait une personne qui s'efforce de cultiver la résilience. Non pas uniquement à la suite de ce que j'ai pu vivre, comme nous vivons tous des situations qui ne sont pas agréables et qu'on aimerait bien ne pas vivre, mais par le fait que j'accepte aujourd'hui les situations, mais j'y vois des opportunités de croissance, quelles qu'elles soient. Et pour moi, je pense que c'est essentiel. Je pourrais également dire que je me perçois comme quelqu'un de positif, d'optimiste, avec cette
cette touche, on va dire, de positivité et ce regard hein, toujours, on va dire, ouvert à de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous dans l'avenir, au fait. Mmh. Donc vraiment, si je dois me définir, ce serait au travers de ces 3 descriptions. Et je peux rajouter une personne qui essaye d'équilibrer le faire, c'est-à-dire sa capacité à performer, à produire, à accomplir, à réaliser des choses, à contribuer à l'avancement de choses, mais également quelqu'un qui a appris à être, donc à faire vivre son moi, à profiter des moments précieux, Mmh. à se laisser finalement vivre et à savourer chaque instant. Ouais. Du coup, selon ton vécu, par rapport à la connaissance de soi, pour toi, qu'est-ce qui pourrait être un frein à cette connaissance? Je dirais, c'est un peu l'angle mort. Parfois, on a peur de chercher à creuser ce qui se cache réellement derrière nos réactions, parce qu'on ne veut pas se confronter à qui l'on est. C'est la peur. Pour moi, la peur bloque beaucoup de personnes. Mmh. Peur peut-être de réaliser que finalement, on est tel genre de personne Mmh. ou qu'on nourrit tel type de valeur, parce que finalement, on se laisse souvent conditionner par la morale. Parce que finalement, la société nous apprend à mettre de côté notre intégrité personnelle et à vouloir plaire. Quand on quitte cette dimension où on veut plaire aux autres, mais on veut d'abord se plaire à soi, c'est là que l'on comprend, à mon sens en tout cas, l'importance de se confronter au miroir, l'importance d'aller creuser, non pas pour faire de simples constats, mais pour identifier ce qui doit être ovationné, félicité, encouragé, parce que c'est la meilleure partie de nous, mais également ce qui doit être corrigé ou guéri, parce que c'est la zone d'ombre qui nous empêche pleinement de nous épanouir et d'évoluer. Mmh. Mais il faut oser le faire. Et je ne dis pas que c'est agréable ni que c'est simple. C'est un challenge, hein? Exactement. Quelle place tiennent tes rêves et projets dans ton équilibre intérieur? Une place. Regarde bien mon non-verbal. Énorme. Vraiment. Quand je dis, mais, Partout. mais partout. Euh, j'ai beaucoup appris, alors, à tort ou à raison, nul ne le sait, hein, mais en tout cas, j'ai beaucoup appris à intérioriser beaucoup de choses. Tu sais, en traversant des périodes sombres, quand la vie ne te donne plus des opportunités ou des indices même pour pouvoir te projeter, pour pouvoir oser rêver, quand tu veux t'accrocher justement à de l'espoir et continuer d'avancer, à un moment donné, tu arrêtes de te baser sur ce que tu vois et tu te construis un monde intérieur. Un monde intérieur dans lequel tu te réfugies, tu te nourris. Et je peux dire que ce monde intérieur, moi, euh, a pris beaucoup de place, au départ sous forme de rêve, mais personnellement que j'ai appris à convertir en vision. Parce que en étant dans la dimension de la vision, ce n'est pas juste le plaisir de se projeter, d'espérer le positif, mais à la dimension j'espère, j'aimerais, mais j'associe quand même une échéance. Mmh. En me disant que peut-être ça va se faire, parce que ce qui doit l'être, l'est, et ce qui ne doit pas être, ne l'est pas. Mmh. Donc, c'est très important pour moi. Les projets, les rêves, c'est un carburant qui m'encourage à avancer. Ça t'anime. Exactement, ça m'anime. Mmh. Et je pense humblement que ça devrait animer chacun d'entre nous. Mmh. Avec toutes les casquettes que tu as, Alexandra, Mm. comment est-ce que tu arrives à à les concilier dans ta vie quotidienne? Je dirais Peut-être que que tu oui, pourrais nous parler de tes casquettes avant de nous parler comment est-ce que tu les concilies? d'accord. En termes de casquettes, j'ai envie de dire, j'ai plusieurs casquettes au niveau professionnel Mmh. et au niveau personnel, ben, j'en ai une principale, hein. J'ai envie de dire, je suis maman de 2 enfants et à côté de ça, moi-même, à titre personnel, j'aime écrire des ouvrages.
Je donne cours en institut. Je siège dans certains conseils d'administration. J'adore l'immobilier. J'ai des activités professionnelles. Et à côté de ça, j'ai moi-même l'occasion régulièrement de coacher, d'organiser des conférences, de former ou même de faire de la consultance, tant au niveau professionnel qu'à titre individuel. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment des univers différents, des dynamiques différentes finalement, qui sont tout aussi nourrissantes les unes que les autres. Alors pour répondre à ta question, il y a une notion qui m'a vite appris beaucoup de choses. C'est la notion des sphères de la vie. Chacun de nous, on évolue et il y a 4 grandes sphères. Il y a une sphère qui va être liée au professionnel. Il y a une sphère qui va être liée à soi. Il y a une sphère qui va être liée à notre contribution dans le monde. Et il y a une sphère qui finalement va être liée à nos relations sociales avec les autres et autres. Et en fonction des saisons dans lesquelles on se situe dans la vie, je constate que toutes les sphères ne nous nourrissent pas de la même manière. C'est comme ça qu'on aura des gens qui passent par des périodes difficiles et qui auront tendance à plus mettre beaucoup d'énergie dans la sphère professionnelle parce que ça les nourrit. D'autres vont plus se rabattre dans la sphère un peu plus, on va dire, contribution, faire du bien. Et d'autres choisiront d'autres sphères, ils vont plus se replier sur eux-mêmes. Je pense qu'en soi, c'est normal, parce qu'il faut activer ce mode pilote automatique. Et comme je le disais précédemment, dans les moments où ça ne va pas, on capitalise sur ce qui nous fait du bien. Donc, moi, j'encourage à le faire. Maintenant, le challenge, c'est que l'adversité, le challenge, c'est que les périodes basses ne sont pas éternelles. Elles ne sont pas définitives. Mais souvent, on a tellement pris l'habitude de mettre l'énergie dans cette sphère qui nous nourrit, parce que c'est une sphère, soit qui est challengée ou dans laquelle on s'y retrouve quand ça ne va pas, que même quand à un moment donné, on passe ce cap difficile, on garde cette programmation. Or, en principe, c'est pas ce qu'il faudrait faire. Il faudrait avoir un exercice de remise en question, j'ai envie de dire, assez régulière. De se dire, OK, là, c'est une période qui est difficile. Je fais le choix de me concentrer sur la sphère sociale parce que ça me fait du bien, ou sur la sphère personnelle qui me concerne parce que ça me nourrit. Mais si je ne fais que ça, à un moment donné, ça n'ira pas. Je néglige les autres. D'où l'importance d'être en équilibre à chaque fois entre ces différentes sphères. Sphère liée à mon professionnel, celle liée à ma contribution dans le monde, celle liée à la partie sociale et celle qui nous concerne. Et à chaque fois qu'on a l'impression que soit on n'a pas le temps de faire une chose ou qu'on est comme on aime, comme on le dit parfois, à la masse par rapport à une situation ou à une sphère donnée, c'est peut-être un indicateur qu'il y a des choses à revoir au niveau de son organisation ou de sa gestion de ses sphères. D'accord. À plusieurs reprises, on a parlé de l'enfance et de l'impact du vécu en tant qu'enfant sur notre vie d'adulte. Oui. Pour toi, ton enfant intérieur, quelle place est-ce qu'il occupe dans ta guérison actuelle? Une place assez importante. Parce que, tu sais, Saïda, quand tu vois un enfant agir ou réfléchir, l'enfant n'est pas encore corrompu par tout ce qui se passe autour de lui. Par la méchanceté, par la malveillance, par les épreuves. Les enfants sont bien souvent, je ne dis pas tout le temps, épargnés. En même temps, les enfants s'émerveillent énormément des petites choses. Ils sont admiratifs de beaucoup de choses. Ils ont une forme de crédulité également qui leur permettent de croire. Aujourd'hui, je dis à mon fils, peut-être plus maintenant, parce que voilà, il grandit un peu, mais je lui dis, la semaine prochaine, on va aux États-Unis. Il va pas se poser la question de se dire, est-ce que tu as réuni les moyens financiers, tu as fait une réservation, mais est-ce qu'il faut un visa? Pour lui, c'est acté, c'est acquis. Il a confiance. Et justement, je pense, la vie, les circonstances, ce qu'on peut traverser, nous font perdre ce côté que je viens de décrire. Et on est amené parfois à vite
être un peu comme blasé comme ça, perdre un peu sa foi, ne plus s'émerveiller de tout, voir parfois même plus facilement le mal dans les gens que le bien dans les gens. Et pour moi, ce côté de l'enfant intérieur, c'est un peu cette voix bienveillante qui régulièrement vient me rappeler les principes essentiels. Alexandra, stop, émerveille-toi. Alexandra, stop, crois que ça va le faire. Alexandra, stop, avance simplement et fais confiance. Tu vois? Donc, dans un monde rempli de défis, c'est vraiment la voix de ma bonne conscience qui m'aide à tenir le cap et à ne pas me perdre quelque part. Mais alors, en tant qu'enfant, allez, je dis en tant qu'enfant en parlant comme si je parlais à l'enfant Alexandra. Si je devais te dire quelque chose pour te rassurer par rapport à tes doutes et les peurs futures que tu peux croiser en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu te dirais? Je dirais, douter, ça fait partie de la vie. Avoir peur, ça fait partie de la vie. Mais en soi, ne te laisse pas diriger simplement par cette peur. Parce que cette peur te fera prendre de mauvaises décisions. Je dirais que la beauté, justement, de notre parcours est justement d'avoir ces hauts, ces bas, de les accepter. Donc, je dirais, fais confiance, avance en te disant que chaque arrêt que la vie te force à prendre, ce n'est pas finalement un arrêt, c'est une pause. Une pause pour prendre conscience, intérioriser et pour mieux redémarrer après. Donc, je serais plus dans un registre pour rassurer l'adulte et l'encourager vraiment à faire confiance au cheminement, à faire confiance au process finalement. Au départ, tu nous as parlé de à quel point tes valeurs propres te tiennent à cœur et la manière dont tu les mets au centre de ta vie. Oui. Comment est-ce que ces valeurs affectent ton pouvoir décisionnel? Mais j'ai envie de te répondre qu'en règle générale, toute décision qui n'est pas alignée avec mes valeurs, j'essaie vraiment d'éviter de la prendre. Sauf si vraiment les enjeux sont énormes. On a des valeurs qui vont être fondamentales et des valeurs qui vont être un peu plus secondaires. Tu vois? Pour moi, par exemple, l'équité, c'est une valeur qui est fondamentale. Donc, très difficile pour moi de faire un compromis par rapport à cette valeur. Donc, si je dois prendre une décision où je sais que ma valeur équité est challengée, je ne me perds pas. J'essaie en tout cas de ne pas me perdre du mieux que je peux et à rester aligné avec ma valeur. Maintenant, parfois, on est amené à devoir prendre une décision, mais qui n'implique pas que nous, et on n'est pas seul à prendre la décision. Les impacts sont un peu plus, on va dire, communautaires, hein, si je dois parler en ces termes-là. Là, par contre, j'essaie de vraiment de peser le pour et le contre. Jusqu'à quel point le fait de ne pas être aligné avec mes valeurs est problématique pour moi. Jusqu'à quel point je ne me perds vraiment pas. Est-ce que c'est finalement une question existentielle ou est-ce que je suis en train quand même de devenir un peu capricieuse? Parce que finalement, on n'a pas tous les mêmes valeurs et on est amené à prendre des décisions qui ne nous impactent pas que nous. D'où l'importance, en tout cas pour moi, vraiment de dissocier l'impact et l'enjeu pour soi ou pour tout le monde et jusqu'à quel point la valeur, elle est fondamentale. C'est-à-dire, si vraiment je ne la respecte pas, je me sens perdue, trahie et je n'endors pas la nuit. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut apprendre à se connaître? Je lui dirais déjà de pouvoir définir quelles sont les valeurs essentielles pour elle. Parce que pour moi, c'est la base. Quelles sont les valeurs qui te nourrissent? Quelles sont les valeurs qui te portent? Et pour ça, il suffit de se poser 2 questions. Quand généralement je suis heureuse, je suis joyeuse, je suis bien, qu'est-ce qui se cache derrière?
Est-ce que, par exemple, quand on me complimente et tu dis, tiens, c'est pas mon cas, c'est un exemple, hein, tiens, je suis généralement heureuse quand on me fait un compliment. Ok, c'est qu'on te fait un compliment. Mais derrière, qu'est-ce qui fait que tu sois heureuse? Ah, je me sens reconnue. Donc, il y a une valeur reconnaissance qui est importante pour soi. Donc, on liste déjà les valeurs qui nous nourrissent. À côté de ça, c'est important également pour toujours identifier les valeurs qui nous nourrissent. Mes plus grandes colères, ce qui me révolte le plus, c'est c'est à quel moment que je les ai. Peut-être, tu peux dire, tiens, je réalise que quand on parle mal à quelqu'un ou quand quelqu'un dit n'importe quoi, ça me pose problème. Mais là, on peut se dire, ok, donc ça veut dire que la valeur respect est aussi fondamentale. Donc, je dirais, tout ce qui génère des émotions, soit positives ou négatives, faut aller creuser derrière pour voir quelles sont les valeurs qui se cachent. Et une fois qu'on a identifié ces valeurs, c'est important d'être au fait sur quelles sont mes attentes par rapport à ça. Jusqu'à quel point je peux autoriser quelqu'un de pouvoir les outrepasser à un certain niveau ou pas. Et il faut aussi fixer ses limites. Jusqu'à quel point moi-même je peux m'autoriser à aller au-delà ou pas. Parce que si on ne connaît pas ses valeurs, et de deux, on ne connaît ni ses attentes ni ses limites, comme j'aime à le dire, c'est les autres qui vont fixer les limites et on va se définir et s'identifier au travers du système des valeurs des autres. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel pour soi, pour ses relations avec les autres et pour son propre bien-être et le bien-être de la relation qu'on peut vouloir créer avec ceux qui nous entourent. Au final, apprendre à se connaître et mieux s'aimer, en fait. Ah, mais oui, clairement, tout à fait. Tout à fait. Pour mieux aimer les autres et vivre en paix avec eux. Parce qu'en soi, la question n'est pas est-ce que les autres partagent les mêmes valeurs que moi? Et donc, du coup, je vais même reformuler. La question n'est pas est-ce que je veux que les gens puissent changer leurs valeurs pour qu'on puisse partager les mêmes valeurs? Non. La question, c'est qui partage les mêmes valeurs que moi? Et donc, je fais le choix et je m'assume à maintenir ces personnes autour de moi parce que finalement, 70% de mon capital relationnel, j'ai envie de l'investir dans ces personnes car elles viennent nourrir ces valeurs qu'on a en commun. 20%, ok, je veux bien les partager du moins mon temps avec des personnes qui ne partagent peut-être pas forcément mes valeurs, mais qui ne viennent pas les piétiner. Et 10%, parce qu'on n'a pas toujours le choix dans tout, nous sommes des êtres relationnels, 10%, je peux accorder à des relations qui me drainent, avec lesquelles je ne suis pas tout à fait alignée, mais voilà, ce n'est que 10%. Donc tout ça, ça va même nous aider à créer cet équilibre qui contribue à notre bien-être.